Bienvenue dans cette nouvelle analyse de livre qui fera office de texte traitant des médias, ne pouvant mieux faire que l'éminent Noam Chomsky et feu Edward Herman. Voici donc sans plus attendre le contenu en question. Fabriquer un consentement, originellement Manufacturing Consent, et paru pour la première fois en 1988, a été republié 30 ans plus tard dans sa version francophone, après avoir été caviardé 2 fois, c'est-à-dire délibérément amputé, déformé, manipulé, etc. Un des auteurs, Noam Chomsky, traînant depuis les années 1980 un boulet avec l'affaire Faurisson en France. Si cet ouvrage fondamental reparaît aujourd'hui, c'est pour donner aux lectrices et aux lecteurs francophones des moyens de défense face aux nombreux mythes qui entourent les médias de masse, mais aussi la production médiatique au sens large. Tout ce sur quoi peut s'appuyer un individu ordinaire pour construire sa vision du monde, de la radio à Internet, en passant par la publicité et la littérature. Alors que nous sommes en pleine guerre de l'info, les campagnes de diffamation liées à la chasse aux sorcières et aux fake news se succèdent avec acharnement. Alors que la stigmatisation pour crime de pensée politiquement incorrect s'installe totalement dans les mœurs par le biais des lynchages récurrents sur Internet, alors que le Congrès américain, le Parlement européen, les gouvernements et les états-majors des principaux pays de l'OTAN et les principaux industriels d'Internet et de l'info travaillent ensemble à élaborer un cadre juridique international capable de mettre définitivement hors jeu les médias russes et les principaux sites dissidents afin d'éliminer toute remise en cause ou éclairage contradictoire de leurs expéditions coloniales et autres campagnes humanitaires de destruction pure, les enjeux relatifs au traitement de l'information et au mode de fonctionnement des médias occidentaux, notamment entre eux, sont très loin d'être des enjeux mineurs, y compris sur le plan diplomatique et militaire. Dans l'idée de démocratie, il va de soi que les médias sont indépendants, qu'ils ont vocation à rechercher, puis à nous transmettre une ou des vérités, et qu'ils ne cherchent pas à nous donner une image du monde que ces plus puissants acteurs souhaiteraient qu'on en ait. Or, les auteurs, après avoir longuement étudié le mode de fonctionnement des médias, nous démontrent que ce n'est pas le cas, et que les médias répondent avant tout, et principalement à des intérêts particuliers qui dominent les sphères de l'État et du secteur privé, pouvant décider de ce que la plèbe, entre guillemets, aura le droit de voir, d'entendre ou de penser, en recourant régulièrement à des campagnes de propagande, modèle qui est décrit en profondeur au premier chapitre. À l'aube de sa lecture, Noam Chomsky nous dit dans son introduction, écrite en 2002, qu'à partir des décennies 1970-1980, dès 1934, on apprend qu'aux États-Unis ont été bradés des droits d'émission à des intérêts privés, s'est instauré un système médiatique globalisé et non mondialisé qui est un état de fait remontant à l'Antiquité, contrairement à la globalisation qui est une idéologie anglo-saxonne issue du XXe siècle et qui aborde et traite les problèmes de manière globale. À l'initiative des États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux qui ont fait primer leurs intérêts et ceux de leurs industries qui étaient hâtives de se développer à l'international, mouvement qui fut encouragé par le FMI et la Banque mondiale, imposant une ouverture du marché à l'avantage de ces quelques firmes transnationales géantes, dont font partie Disney, AOL Time Warner, Viacom, détenteur de CBS, General Electric, détenteur de NBC, etc. En 1983, Ben Bagdikian observait qu'il y avait plus d'une cinquantaine de géants qui détenaient les médias. En 2002, il n'en restait plus que 9 parmi les quelques-uns cités plus haut dans le cas des États-Unis. La vague néolibérale s'est toutefois propagée partout, et a apporté avec elle sa légitimité à l'ouverture du capital de l'industrie audiovisuelle, des ondes, des systèmes de câbles et des satellites, à des investisseurs privés, transnationaux. Menée par le néolibéralisme,
La globalisation, la dérégulation, les pressions budgétaires et leurs effets ont aussi contribué à réduire l'importance des médias non commerciaux dans un pays après l'autre, bien que l'avènement d'Internet et de nouvelles technologies de communication semblent également sonner le glas de la mainmise des industriels sur le journalisme et introduisent une ère sans précédent de médias interactifs et démocratiques, dont Wikileaks ou Bellingcat en sont un exemple frappant. D'autres mouvements de protestation ont aussi pu voir le jour et s'organiser à travers le net, surtout à la fin des années 1990 et en 2011. Mais ce dernier reste limité dans ses possibilités et il est de plus en plus contrôlé par des forces commerciales et manipulatrices, d'autant plus en 2022. L'industrie de la presse s'est également empressée de faire son entrée dans ce nouveau territoire à un moment où la frontière entre publicité et information devenait de plus en plus floue. Au cours des années 1990, l'applicabilité du modèle de propagande a dans l'ensemble été renforcée par la privatisation rapide des infrastructures d'Internet qui a entraîné une concentration ainsi qu'une commercialisation des portails et des serveurs au profit parfois de conglomérats non Internet, causant le remplacement d'une sphère publique réellement politique par une culture de consommation dépolitisée, qui est par ailleurs un excellent vecteur de messages idéologiques implicites. Dans un monde tourné vers la consommation et les préférences de ceux et celles qui s'en attribuent les produits, on aurait cependant tort de déduire qu'il s'agit là des choix réels de ces derniers et dernières. Ce modèle-là étant avant tout imposé. On instigue le besoin plutôt que de répondre à une réelle demande, et on outrepasse les processus démocratiques. Alors que les budgets alloués au journalisme ont été réduits, les moyens de pression ont augmenté, et les médias, de plus en plus centralisés, furent plus que jamais à la merci de ceux qui font l'information, les élites, et qui déterminent comment celle-ci doit être présentée, décidant de surcroît des financements qui leur sont attribués aux médias et qui trouvent désormais majoritairement leurs sources auprès d'entreprises de communication et d'autres groupes d'intérêts puissants qui sont parvenus à mettre les conventions journalistiques au service de leurs intérêts et ceux de leurs clients. On apprend rapidement, au fil de la lecture, qu'il y a une partialité flagrante dans les mots utilisés par les médias. Le mot génocide fut en effet utilisé de manière contradictoire, dépendant du pays sous le feu des projecteurs. Lorsqu'étant des alliés des États-Unis, on peut imaginer qu'une étude concomitante donnerait des résultats similaires en Europe. Le traitement médiatique est beaucoup plus laxiste, comme dans le cas de la répression des Kurdes par les Turcs ou l'intervention des États-Unis en Irak durant la première guerre du Golfe, où les 500 000 morts d'enfants en valaient la peine, entre guillemets, tandis que le traitement irakien des Kurdes était génocidaire, et les victimes de Pol Pot, leader communiste des Khmers rouges, qualifié d'un nouvel Hitler, étaient intéressantes jusqu'au renversement de ce dernier par les Vietnamiens en 1978. Elles ont instantanément cessé de l'être lorsque l'administration américaine a décidé de soutenir l'armée en exil de Pol Pot. On se retrouve également, lors d'élections, à légitimer ou décrédibiliser certains gouvernements nouvellement élus, encore une fois, dépendant du fait de leur proximité ou leur éloignement à l'Occident, comme cela aura été le cas avec le Salvador, allié des États-Unis, qui fait un pas vers la démocratie, et celle du Nicaragua, qui est une imposture, alors qu'en réalité, ouvrez les guillemets, les conditions électorales aient été notoirement bien plus honnêtes au Nicaragua qu'au Salvador, fermez les guillemets, en 1984. Il y a évidemment d'autres exemples de cette partialité qui sont davantage explicités dans l'ouvrage et dont ont fait l'objet d'autres élections plus récentes, en 2002, dans leur traitement médiatique, comme au Cambodge, en Yougoslavie, au Kenya, au Mexique, en Russie, en Turquie ou en Uruguay. Le modèle de propagande des médias, que je vais détailler plus loin, s'applique aussi en temps de guerre comme on l'a vu à travers divers exemples.
Pendant le conflit instillé par les États-Unis au Vietnam, développé au chapitre 5, puis, dans le cas du Laos et du Cambodge, au chapitre 7, pour imposer un gouvernement n'ayant aucun soutien localement contrairement aux forces adverses, communistes, 17% de la population vietnamienne fut tuée, soit 3 millions de morts, sans compter tous les blessés et les dommages collatéraux, contre 58 000 pour les Américains. J'aimerais ici rajouter, ce qui n'était pas dans mon analyse au départ car cela s'est passé un peu plus tard, qu'Anthony Blinken et Boris Johnson ont tous deux qualifié la guerre en Ukraine de pire guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vous laisse réfléchir sur le sujet. Désolé pour cette petite aparté. Cependant, les États-Unis, d'où émergea aussi le mouvement hippie, une véritable crise de la démocratie pour l'ordre établi, ne reconnurent jamais leur tort, et jusqu'à aujourd'hui, à la connaissance des auteurs, aucun média dominant ne déclara qu'il pouvait s'agir, comme c'est réellement le cas, d'une agression des États-Unis, et George Bush père déclara même, ouvrez les guillemets, Hanoï, c'est aujourd'hui que nous cherchons seulement des réponses, sans la menace de réparation pour le passé. Fermez les guillemets. En 1992. De plus, ouvrez les guillemets encore une fois, en 1961 et 1962, l'administration Kennedy a avalisé le recours aux armes chimiques pour détruire les récoltes de riz au Sud-Vietnam, en parfaite violation des usages américains comme du droit international. Lorsqu'en 1944, on avait suggéré à l'amiral William Litty de détruire les récoltes de riz des Japonais, celui-ci avait répondu, ouvrez les guillemets, cela violerait toutes les bases de morale chrétienne dont j'ai jamais eu connaissance, et toutes les lois de la guerre connues. Fermez les guillemets. Comble de l'ironie, ouvrez les guillemets, je commence à être pénible avec mes guillemets, l'administration Reagan monta même une vaste campagne de propagande centrée sur les prétendues victimes des pluies jaunes au Cambodge et au Laos, dénonçant l'utilisation d'armes chimiques par l'URSS, fermez les guillemets, dont on apprend finalement qu'il s'agit de déjections d'abeilles et non de produits biochimiques. Néanmoins, cela n'empêcha pas, sans surprise, les États-Unis de condamner l'usage de ces armes par leurs adversaires, mais de se taire, y compris les principaux médias, lorsqu'en faisant un même usage, acclamant au passage leur rigueur morale exemplaire. Petit aparté une nouvelle fois. Comme vous aurez pu le voir dans mon texte État de surveillance, dont le visionnement n'était pas obligatoire, nous ne sommes tout de même pas en dictature, les États-Unis, dont la population et certains représentants s'inquiétaient des mesures prises par les pays communistes pour manipuler le comportement humain, alors que les États-Unis en fait faisaient la même chose de leur côté, cela ne les empêcha pas de blâmer les faux ennemis et de se féliciter eux-mêmes. C'en est la vision américaine de la guerre du Vietnam qui fut remodelée pour une part de la population. Plutôt que de s'inspirer d'auteurs comme H. Bruce Franklin qui démystifient les aspects culturels de prisonniers de guerre disparus en service, qui ont progressivement remplacé les images de villageois et villageoises et d'enfants massacrés, ainsi que d'autres idées fausses, comme l'image des activistes anti-guerre crachant systématiquement sur les vétérans de retour du front, les médias, qui n'ont évoqué ce dernier que 2 fois, préfèrent acclamer un apologiste de la guerre comme Michael Lind, auteur de La guerre nécessaire, malgré que, ouvrez les guillemets, un simple regard sur les faits et ses arguments s'effondre comme un château de sable sur la plage. Fermez les guillemets. Comme je le disais avec mon colocataire tantôt, les pays ou les nations ne sont que des histoires. Et ces histoires, les pays, les modifient à leur guise, en dépit de la véritable histoire, le plus souvent racontée par les vainqueurs. Un des biais de notre condition. Les mythes, qui ont vocation à être rassembleurs, n'ont pas vocation à rabaisser l'ego de la population. Les Américains, ou les États-Uniens, préfèrent penser être à l'origine des premiers bateaux à vapeur ou des premiers avions, alors que ce n'est pas le cas.
Le traitement médiatique de la signature de l'accord de la LENA a aussi été déplorable. Alors que les sondages, un outil facilement manipulable, montraient clairement cette fois-là que la société civile était en majorité opposée à ce nouvel accord, la couverture médiatique, reportages, éditoriaux, articles, interviews d'experts, etc., était quant à elle largement en sa faveur. Les efforts déployés par le mouvement ouvrier pour peser dans le débat furent âprement dénoncés par le New York Times et le Washington Post, tandis que les mesures de lobbying ou la propagande de l'État et des milieux d'affaires ne firent jamais l'objet de semblables critiques. 11 mois seulement après l'entrée en vigueur de la LENA, en décembre 1994, le Mexique fut en proie à une crise financière majeure, et ses poches, celles de l'État, furent renflouées par le FMI, qui en profita alors pour imposer ses conditions au gouvernement mexicain élu frauduleusement la même année. Les experts et expertes conviés répétaient inlassablement que l'un des avantages de la LENA était qu'il avait verrouillé le Mexique, pour lequel il était désormais impossible d'infléchir l'orientation générale de sa politique, ni de recourir au contrôle pour parer la sévère inflation et le chômage qui s'ensuivirent, sans jamais que ces experts ou expertes ne remirent en question le caractère profondément antidémocratique de la mainmise du FMI, supposément détaché de tout pouvoir politique, mais en réalité à la botte du néolibéralisme et des États-Unis. Les détracteurs de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui protestèrent de 1998 à 2001 de Seattle à Québec, furent eux et elles aussi tournés en dérision par les médias qui leur étaient hostiles et qui en avril 2000 passèrent à la trappe leurs revendications, tout comme ils refusèrent de le faire lors de manifestations à Washington DC, malgré le fait que se trouvaient parmi eux et elles des individus tout à fait sérieux, experts et expertes en sciences sociales, activistes de longue date venus des quatre coins du monde, etc. On retrouve dans la couverture médiatique des points de comparaison avec le mouvement anti-guerre de 1965 à 1975. La violence des manifestants y était totalement exagérée. Celle des forces de l'ordre, quel ordre? Gardiens ou gardiennes de la paix s'appliquent-ils toujours? Et leur provocation, systématiquement minorée, avec en outre une remarquable complaisance à l'endroit des techniques illégales de la police, visant à limiter toute action de protestation, pacifique ou autre. Le New York Times alla jusqu'à dire que des manifestants avaient jeté des excréments, des pierres et des cocktails Molotov à des membres de la délégation ainsi qu'à des policiers, avant de démentir. Les ouvriers, dont la part étant syndiquée aux États-Unis baissa de 25% en 1980 à 14,5% en 1996, sont également en proie au modèle de propagande, fortement mis à mal à partir du début des années 1980 avec des mesures déflationnistes, la compression du personnel, la globalisation et les campagnes drastiques des milieux d'affaires pour briser le syndicalisme, soutenu par un gouvernement au mieux indifférent. Les ouvriers parviennent toujours à se tenir debout, mais sont de plus en plus chancelants, se retrouvant avec une charge de travail accrue, ainsi que des conditions dégradées et un salaire amputé. Une des autres atteintes à notre intégrité, qui cette fois nous touche sans distinction de classe ou presque, est la place réservée à l'industrie chimique, transnationale chimico-pharmaceutique, par les médias dominants, malgré leurs nombreuses exactions à notre égard, renforçant le modèle de propagande. Comme le dit Rachel Carson dans Printemps silencieux, ces derniers ont légitimé un système qui consiste littéralement à, ouvrez les guillemets, nous empoisonner sciemment, puis à observer les résultats, fermez les guillemets. On ouvre une fois de plus les guillemets, les industriels se voient autorisés à produire et à vendre des produits chimiques, et depuis les années 1990, des OGM, sans aucune démonstration préalable et indépendante de leur innocuité,
tandis que la surveillance de l'Agence de protection de l'environnement, EPA, a de plus en plus de difficultés, du fait des restrictions budgétaires, à imposer le respect des règles et à pratiquer les tests requis. En 1984, une importante étude du Conseil national de la recherche démontrait que pour 78% des produits chimiques commercialisés, aucune évaluation des risques pour la santé n'avait été produite. Une dizaine d'années plus tard, le Fonds de défense environnementale produisait une nouvelle évaluation, sans constater aucun changement significatif. On assiste Zébeat, à un exemple type du renard gardant le poulailler, l'industrie faisant ses propres études et pouvant décider de ce qu'elle dévoile ou non à l'EPA, dans laquelle se trouvent de surcroît des industriels, pouvant ainsi la contrôler. Forts de l'aide des médias, les industriels du secteur ont pu faire valoir que les produits chimiques devaient être évalués individuellement sur la seule base d'une analyse des effets observés sur les individus et des tolérances individuelles. Moralement inenvisageable et inefficace, cette méthode a toutefois été acceptée avec l'aide du gouvernement américain et des médias qui ont fait leur travail habituel de propagande, même lorsqu'il s'agit de rejeter dans l'environnement des produits chimiques à potentiel toxique n'ayant pas été soumis à un contrôle strict. Les individus ne sont pas nécessairement dupes, mais il suffit qu'une personne tombe dans le panneau pour que cela soit une personne de trop. Concernant la dioxine, ou agent orange, utilisé durant la guerre du Vietnam, ainsi que d'autres produits, les médias ont abordé le sujet avec un mépris affiché, les qualifiant de terreur ou anti-injustifiés, alors que leur caractère toxique fut avéré. Depuis toujours, c'est-à-dire depuis son apparition, ou presque, l'industrie, à qui l'on a confié les clés de la bergerie, manipule les informations et contredit la véritable science, faisant jusqu'à passer cette dernière pour fausse. Néanmoins, dans le cas du Canada, avec honnêteté toutefois, Gordon Darnell, coprésident de la Commission paritaire internationale, IJC, un partenariat canado-américain qui s'est vu confier la tâche d'empêcher les déversements toxiques dans la région des Grands Lacs, nous dit, ouvrez les guillemets, « Nous avons un problème sociétal concernant les moyens de régler le problème, mais 90% de la population n'est même pas au courant qu'il y a réellement de quoi s'inquiéter. » Fermez les guillemets. De plus amples études seront réalisées de ma part sur le Québec et le Canada pour en savoir davantage sur les pratiques de l'industrie, dont on peut espérer qu'elles soient meilleures ici, sans non plus tomber dans la naïveté. Pour en revenir plus précisément aux médias et leurs fonctions, l'on en sait a priori déjà plus grâce aux différents exemples présentés. On va à présent voir que dans un monde dominé par une forte concentration des richesses et une fracture sociale béante, cette fonction même implique une propagande systématique. Ils, les intérêts dominants, forment un système utilisé pour transmettre aux téléspectateurs et téléspectatrices des messages et symboles qui ont vocation à atteindre l'ensemble de la population pour formater son opinion en inculquant aux individus les valeurs, croyances et codes comportementaux qui leur permettront de s'intégrer dans la société. Dans ces pays où l'État exerce un monopole sur les médias, on pourrait tout de suite penser à la Chine, qui est un exemple flagrant, et répond aux intérêts d'une élite, la censure est officielle et évidente, ce qui n'est pas le cas quand ceux-ci, les médias, deviennent des entreprises privées et prétendent s'abstenir d'appliquer une censure quelconque, pourtant évidente elle aussi. En effet, on ne paie pas des individus pour que ceux-ci nous dénoncent, mais plutôt l'inverse. On, l'industrie des communications, veut qu'on, les individus, lui obéissent, à moins que celle-ci soit complètement désintéressée, ce qui est rarement le cas.
Les inégalités dans la répartition du pouvoir et de la richesse financière, les deux étant intrinsèquement corrélés, sont les principales causes à l'origine de ce modèle de propagande dont traite avec acuité l'ouvrage Fabriquer un consentement. Les conséquences en sont nombreuses, et ce n'est pas le sujet du livre, qui se concentre avant tout sur les différents moyens employés par les médias dominants pour faire de la propagande et voit comment l'argent et le pouvoir peuvent, à partir de différents biais, filtrer l'information, s'assurer qu'il n'y a pas de dissidence et avoir la certitude que les messages du gouvernement et des intérêts privés dominants seront bien reçus par l'auditoire. La taille, le contrôle et l'orientation lucrative des médias de masse constituent les premiers filtres servant les intérêts de cette propagande. Au XIXe siècle, dans sa première moitié, les coûts financiers pour partir un hebdomadaire étaient relativement bas et de nombreux médias radicaux en faveur du peuple virent le jour, ce qui eut pour effet de déclencher chez l'élite contemporaine une torpeur qui les mena à tenter de les annihiler à travers diverses taxes, en vain. Vers les années 1850, la solution libérale fut adoptée, et plus aucun journal populaire ne vit le jour dans la seconde moitié du siècle, au point où lorsque le Parti travailliste émerge au début du XXe siècle, pas un seul quotidien ou hebdomadaire ne les représente. La libéralisation du marché s'est accompagnée d'une industrialisation de la presse, devenant alors des entreprises à but lucratif qui durent dorénavant s'adapter technologiquement et optimiser de manière croissante leur audience, en faisant également face à une hausse importante des coûts. Le premier filtre, qui vise justement à augmenter les coûts inhérents à une production médiatique, fait en sorte que ceux ne possédant pas au départ d'une audience importante, pouvant éventuellement garantir un capital, ne peuvent pas se lancer dans l'aventure médiatique face aux coûts qui sont rédhibitoires, ce qui facilite l'accès à de grands groupes corporatistes. Néanmoins, avec l'apparition d'Internet, il est plus facile d'atteindre l'audience, et ces coûts baissent. Mais il faut alors passer par le deuxième filtre, qui est le financement par la publicité, s'il y a volonté de survie. Le deuxième filtre est donc, comme je viens de le dire, le financement par la publicité. Dès le XIXe siècle également, là où les taxes et le harcèlement dirigés vers les classes ouvrières avaient échoué, les annonceurs acquirent de facto une autorité sélective, dès lors que sans leur soutien, les journaux cessaient d'être économiquement viables. Autrement dit, si je suis un média et que les annonceurs n'aiment pas le contenu que je produis, sans quoi je ne peux continuer à exister, ou difficilement. Dans une société où le libre-échange règne, cela est pourtant contraire à la logique de l'offre et de la demande, puisque les annonceurs ont alors des mécanismes d'intervention leur permettant de contrôler ce que je vais voir ou ne pas voir, alors que mon choix aurait pu être autre, et que certains, comme les médias ouvriers, sont toujours discriminés, ce que je ne saurais jamais si l'herbe m'est coupée sous le pied et qu'on m'empêche de voir l'offre dans sa globalité, ce qui n'est a priori pas l'intention de l'establishment ou l'ordre établi. La publicité a aussi joué un rôle crucial dans la concentration des médias, la part additionnelle de leurs revenus dirigée vers la bourse ou les annonceurs offrant un surplus pouvant être ensuite redirigé vers une concurrence plus féroce, un accaparement de vedettes plus célèbres, etc. Ce qui m'amène au troisième filtre, le choix des sources. De la même manière que les individus, les médias, bien que possédant des équipes plus ou moins larges, ne peuvent pas être partout en même temps et se concentrent donc là où le plus d'informations risquent d'être générées, typiquement les lieux de pouvoir comme les institutions, les mairies, commissariats, mais aussi les hauts lieux de l'industrie et du commerce, qui pour ces derniers ont les moyens financiers de faire du lobbying pour faire valoir leur point de vue, où ils peuvent s'approvisionner quotidiennement, étant soumis à divers impératifs de production. Ces sources sont aussi vitales parce qu'étant considérées comme crédibles par les médias qui prétendent dispenser objectivement leurs informations, se référant ainsi à des sources qui peuvent être tenues pour théoriquement exactes,
sans avoir à vérifier les faits, ce qui entraîne des coûts supplémentaires parfois nécessaires pour des enquêtes importantes. Le FLAC, ou tir de barrage en français, est le quatrième filtre, et désigne le fait d'exercer une pression sur un média à travers une lettre, coup de téléphone, pétition, poursuite judiciaire, etc. Cette pratique est avant tout l'apanage du pouvoir, et peut être soit directe ou indirecte. Dans le premier cas, elle peut être un appel téléphonique à une chaîne de télévision, en faisant directement pression sur elle, alors que dans la seconde situation, cela se fait plutôt en payant des think tanks ou en dénonçant le média en question auprès des actionnaires ou des employés. Elle a connu une poussée fulgurante dans les années 70 et 80, suite à l'offensive industrielle et à mesure qu'augmentait le ressentiment des milieux d'affaires face aux critiques des médias. Des corporations ayant été spécifiquement créées dans le but de produire des tirs de barrage, comme l'American Legal Foundation ou encore le Media Institute. Le cinquième et dernier filtre est l'idéologie anticommuniste, les révolutions chinoises et cubaines, ainsi que le mouvement de contre-culture des années 1960 et 1970, ayant fait craindre le pire aux élites occidentales, qui se virent menacées et se sentent toujours traumatisées. Malgré son absence avérée dans le monde réel d'aujourd'hui et son incompréhension totale, Joe Biden et Justin Trudeau ayant tous deux été qualifiés de communistes, et la Chine ne l'étant vraisemblablement pas à l'heure actuelle, bien qu'elle s'en rapproche, je pourrais y revenir, l'idéologie anticommuniste persiste néanmoins, et les médias fuient comme la peste ce mouvement auquel ils sont réfractaires. À juste titre si l'on constate les nombreux échecs du communisme, qui n'a cependant jamais existé dans sa forme pure, théorique, à part peut-être dans des sociétés vernaculaires ou traditionnelles, ce qui est du pareil au même. Comme on l'a aussi vu plus tôt, les pays communistes étrangers font l'objet d'une couverture médiatique plus importante et peuvent servir à décrédibiliser un individu ou un mouvement dissident lorsqu'ils apparaissent sous le feu des projecteurs sur le territoire national, surtout en Occident. Ces 5 filtres qui viennent d'être énoncés réduisent considérablement les choix que peuvent faire les médias dans l'information à traiter et montrent leur partialité quant à ce qu'ils publient. Le modèle de propagande fonctionne, mais a toutefois permis, dans les années 1970, l'émergence du mouvement hippie, alors que les médias dominants, d'ores et déjà entre les mains d'une poignée de patrons, prêchaient unanimement en faveur de la guerre. En outre, cela permit à une génération de se défaire en partie de ce modèle de propagande grâce à un esprit critique parfois plus aiguillé, bien que cela soit bien plus compliqué. De nos jours, ces effets néfastes deviennent omniprésents et peu de médias parviennent à se détacher de l'emprise de ces filtres qui représentent une contrainte, mais dont se complaisent les grands diffuseurs de nouvelles qui peuvent s'avérer fausses ou tronquées. L'émergence d'Internet a cependant vu se développer des médias alternatifs, reposant uniquement sur les dons de leur audience et se départant donc d'intérêts privés à but lucratif, allant même, comme Thinkerview ainsi que d'autres, jusqu'à ne pas autoriser la publicité, qui permet pourtant de générer des revenus, mais comme on l'a vu, si l'on accepte un contrat avec des annonceurs, il faut alors se plier à leurs exigences, ainsi qu'aux différents filtres, qui peuvent néanmoins varier dans leur intensité, d'un pays à un autre. La montée croissante de la défiance face aux médias de masse nous pousse à aller voir ce qu'il se dit ailleurs, allant jusqu'à accepter tout ce qui contredit la version officielle des faits. Malgré tout, une confiance est nécessaire, ne pouvant chacun et chacune vérifier tous les faits dans leurs moindres détails. Il faut donc en arriver à trouver des sources fiables, en lesquelles placer nos pions et nos économies relatives au savoir. Dans ce sens, Bellingcat, un média coopératif composé de bénévoles, est porteur d'espoir, et la demande pour ce genre d'informations complètes est aujourd'hui en hausse. Sûrement, l'a-t-elle même toujours été.